de l'APST. APST, Fonds de garantie financière pour les vacances. Bonsoir à tous, bienvenue dans les Alpes et bienvenue dans le 19-20. Voici les titres de votre journal régional. Il a passé 2 heures dans le bureau des juges. Nordal Lelandais a été de nouveau interrogé ce matin sur son rôle dans la mort du caporal Noyer. Il y a quelques mois, le meurtrier présumé de Maëlys avait avoué avoir tué le militaire du 13e BCA. Quelles évolutions pour le ski de randonnée? Un colloque était organisé aujourd'hui en Savoie, l'occasion de faire le point sur les nombreux enjeux de ce sport en plein essor. Et puis en Isère, le lycée Ferdinand Buisson de Voiron rend hommage à ses anciens élèves morts pour la France. 2 jours avant le 11 novembre, les lycéens ont honoré la mémoire de leurs prédécesseurs disparus pendant la Première Guerre mondiale. Mais d'abord, Nordal Lelandais à nouveau devant les juges à Chambéry. Le meurtrier présumé de la petite Maëlys devait aujourd'hui s'expliquer sur la mort du caporal Arthur Noyer. Lors de son dernier interrogatoire, Nordal Lelandais avait fini par avouer avoir tué accidentellement le jeune militaire. Aujourd'hui, l'avocat de la famille de la victime a pu assister à l'audition. Aurélie Massé et Dominique Bourget. Il est environ 12h30 lorsque le cortège quitte le palais de justice. À Chambéry ce matin, l'audition de Nordal Lelandais aura duré près de 3 heures et semble avoir porté ses fruits. Interrogé sur la mort d'Arthur Noyer, l'homme, cette fois, ne s'est pas muré dans le silence. Il a, selon l'avocat de la famille du jeune caporal, répondu aux questions des juges. C'est un interrogatoire qui s'est passé, on va dire, normalement. Voilà, je ne peux pas en dire plus puisque je suis tenu par le secret de l'instruction. Voilà, il y a eu des questions, il y a eu des réponses et on avance sur le chemin de la vérité. En mars, l'ancien militaire avait affirmé qu'Arthur Noyer avait accidentellement trouvé la mort lors d'une bagarre qui avait éclaté entre eux. Les ossements de la victime avaient été découverts non loin de Chambéry. L'enjeu de l'interrogatoire aujourd'hui était de confronter Nordal Lelandais aux résultats de leurs analyses, une étape cruciale à laquelle la partie civile souhaitait absolument être associée. Ça permet de mieux connaître son adversaire, de mieux connaître sa façon de procéder, d'avancer. Et voilà, donc ça devrait être la règle, la partie civile dans les interrogatoires. Et on n'a pas l'impression qu'on oublie quelqu'un. Arthur était là aujourd'hui. Je le représentais et j'avais des choses à dire, je les ai dites. Selon Bernard Boulou, il est encore trop tôt pour envisager la reconstitution de cette tragique nuit du 11 au 12 avril 2017. De nouvelles auditions devraient suivre. En Isère, les démineurs ont dû intervenir en milieu de journée dans un immeuble de Saint-Martin-d'Air. Une explosion de faible puissance a eu lieu dans les parties communes. Un engin artisanal composé d'une bouteille d'acide et d'aluminium serait à l'origine du sinistre. Les dégâts sont minimes, il n'y a pas eu de victimes. Une enquête a été ouverte. C'était un son qui revenait tous les premiers mercredis du mois. Les fameuses sirènes des secours ne s'entendent plus dans certaines communes. C'est le cas à Chambéry depuis maintenant 3 ans. L'État s'est désengagé de l'entretien de ces équipements et la ville a dû mettre en place son propre système. Xavier Schmitt et Dominique Sommet. Et c'est parti. Allez, go! Il n'avait pas retenti depuis 2015, le signal du réseau national d'alerte. 1 minute 41 secondes, répété 3 fois à midi, tous les premiers mercredis du mois. Combien coûterait la rénovation des 5 sirènes de Chambéry? Des spécialistes se penchent sur la question. Ils sont missionnés pour diagnostiquer l'état des sirènes actuellement et ensuite on aura un chiffrage à proposer aux élus qui feront le choix de conserver une ou plusieurs de ces sirènes pour pouvoir alerter la population en cas de besoin. Les sirènes restaient muettes depuis 3 ans car l'État n'assure plus leur entretien. Le réseau national déployé en 1948 est en cours de modernisation selon le niveau des risques naturels et technologiques. La ville de Chambéry reprend cette compétence d'alerte de la population. Ce trait, c'est la hauteur d'eau atteinte. On a peine à imaginer qu'il puisse y avoir pratiquement 1 mètre d'eau au milieu de la place Saint-Léger. C'est pourtant un risque qui continue à exister. Les 2 aléas principaux de Chambéry, c'est le risque inondation, l'exemple de la place Saint-Léger en est un, et c'est le risque chimique lié au transit des camions et des trains sur l'axe Paris-Rome. Alors la ville met en œuvre une téléalerte, un système connecté
plus explicite que les sirènes. On peut le faire par l'outil cartographique en sélectionnant une zone, une rue qui nous intéresse. Et puis donc envoyer un message, soit un SMS, soit un message téléphonique, un message vocal téléphonique aux habitants pour les informer du risque et surtout des précautions à prendre. Le dispositif peut être renforcé par les haut-parleurs de la police municipale et d'autres véhicules des services techniques. Et en bref, cette information insolite, 2 individus ont sauté en base jump depuis le 15e étage du centre hospitalier de Grenoble cet après-midi. Ils ont réussi à plier leur parachute et à s'éclipser avant l'arrivée des agents de sécurité. Les 2 casse-cou n'ont pas été identifiés. La direction du CHU a décidé de porter plainte. Et on s'intéresse maintenant à la grande région Auvergne-Rhône-Alpes avec cette conséquence inquiétante d'un été sans pluie. Dans le département de l'Ain, depuis le début de l'automne, les maisons fissurées se comptent par centaines. En cause, la sécheresse des terrains, un phénomène qui touche aussi des maisons anciennes. Franck Grasso et Marie-Lou Robert. C'est une maison de 50 ans qui perd de sa superbe. Je vous montre là les énormes fissures qu'on a eues. C'est commencé tout petit, comme une petite fissure comme ça. Et là, cette année, au mois d'août, septembre, ça s'est élargi. On a même entendu claquer. À un moment, on était assis tous ensemble et on entend un grand clac. Un bruit synonyme de glissement, comme si le premier étage se dissociait du rez-de-chaussée. Une course inquiétante. On se sent un peu en danger parce qu'on ne sait pas trop quoi faire, on ne sait pas jusqu'où ça peut aller. Les murs sont vraiment fissurés de part en part. Donc nous, pour le moment, on ne sait pas si on peut rester dans notre maison ou pas. On attend l'avis d'un expert pour cela. La responsable colle au pied, c'est l'argile. Un voisin, géologue à la retraite, connaît bien le phénomène. Lorsqu'il pleut, ces formations d'argileux se gonflent. Lorsqu'il y a une sécheresse, elles perdent du volume d'eau et elles se contractent un petit peu. Donc ce mouvement de dilatation et de recompression est préjudiciable aux fondations légères sur lesquelles sont posés les petits bâtiments. À une trentaine de kilomètres, les conséquences de ces mouvements de terrain ont surpris un maire. Nous arrivons à côté du bâtiment pour lequel il a fallu prendre un arrêté de péril imminent, parce qu'il menaçait de s'écrouler. Bruno Raffin a lui-même déménagé certains des 6 locataires. Le jour où le bâtiment a montré de gros signes de faiblesse, il fallait agir en urgence. Cette fente est apparue on dira 3 semaines, 1 mois. Et elle est très importante. Au grenier, il y a des pierres côté intérieur qui sont tombées sur le plancher. On voit nettement le jour depuis dedans. Moi, je suis natif d'ici, j'ai jamais vu ça. Depuis, 26 autres habitants ont déclaré des fissures importantes dans cette commune. Et retour dans les Alpes et en montagne où l'engouement pour le ski de randonnée fait débat. Un colloque était organisé aujourd'hui à l'université Savoie-Mont-Blanc. L'occasion de faire le point sur les enjeux juridiques de cette discipline en plein renouveau. Anna Koroloff et Grégory Lespinasse. Le ski de randonnée évoque un ski hors des sentiers battus, libre et audacieux. Ces dernières années, la discipline a explosé. Mais contre toute attente, les pratiquants se rapprochent des stations et investissent de plus en plus les pistes. L'essence même de l'activité, c'est le hors-piste. Mais les néo-pratiquants, ils n'arrivent plus par l'alpinisme comme on faisait il y a 30 ans. Mais maintenant, ils arrivent par le trail, ils arrivent par le running ou par le ski alpin. Et donc, ils sont plus coutumiers, ils sont plus habitués finalement à rester près du cœur des stations que d'aller dans les grands terrains. La notion de domaine skiable est modifiée, les zones d'intervention des secours aussi. Le partage de l'espace doit être envisagé par les services techniques des stations ainsi que par les maires des communes concernées. Dès lors qu'on rend visible une activité qui jusqu'à présent était informelle, était peu visible, diffuse, eh bien il revient au pouvoir public de l'organiser, sans quoi elles vont forcément engager leurs responsabilités, c'est-à-dire aménager les sites, permettre aux pratiquants d'y venir en toute sécurité et évidemment gérer les conflits d'usage. La réglementation de la pratique reste floue et ses contours juridiques lors des accidents également.
Les cas où une responsabilité pénale peut être engagée sont excessivement limités s'agissant des accidents en montagne. Les distinctions très techniques entre l'auteur direct du dommage, l'auteur indirect, s'appliquent assez mal dans le milieu montagnard. Et c'est vrai qu'un juge qui n'a pas forcément connaissance de ce milieu-là aura peut-être parfois des difficultés à appréhender la réalité pratique du terrain. En moins de 10 ans, les domaines skiables avec des pistes dédiées au ski de rando sont passés de 3 à 47 en France. Et du ski de randonnée, on passe au biathlon. À découvrir sur notre site internet l'entrée de Martin Fourcade au musée Grévin. Un double du champion multimédaillé est en préparation. Une opération filmée et relayée sur les réseaux sociaux. Tous les détails sur aura.france3.fr. À Grenoble, les piscines municipales s'adaptent aux publics les plus fragiles dans le cadre du mois de l'accessibilité. Elles ont mis en place des parcours thérapeutiques, une façon de stimuler ou remotiver les personnes en situation de handicap ou qui souffrent de maladies chroniques. Florine Eba et Cédric Le Poitvin. Au niveau des pectoraux, en même temps que vous poussez, vous allez monter sur la pointe de pied. Les cours adaptés ici, c'est chaque mercredi et vendredi pendant le mois de l'accessibilité. Au programme, 45 minutes d'exercice pour apaiser la douleur, dénouer les tensions et surtout pour se sentir mieux face à la maladie. Ça a l'air de rien, comme ça on a l'impression que c'est facile, mais dans l'eau ça tire. Hein. Ah oui, c'est agréable, mais c'est physique. Santé fragile ou handicap, ce programme mis en place par la municipalité a pour objectif de mettre le sport à la portée de tous. Enfants ou adultes peuvent bénéficier de ces activités. Joséphine vient pour la première fois. C'est son infirmière qui l'a aiguillée suite à une tendinite persistante. Ça a fait du bien. Le temps que je suis en train de passer dans l'eau, j'ai presque oublié la douleur. Parce que le pied me fait mal quand je marche et tout, mais là, j'ai pas mal. Allez, avec les bras, vous pouvez prendre un petit peu de vitesse. Accompagnement, séances adaptées aux pathologies, cet accueil spécifique rassure et motive les participants qui, pour beaucoup, continuent sur leur lancée après la fin du programme. C'est très agréable de voir les gens qui reprennent confiance en eux et qui se remettent à l'activité en douceur. Et puis c'est vrai que des fois, ils n'auraient pas d'autre solution pour recommencer la pratique. Donc on sent qu'on a un rôle à jouer, c'est vraiment appréciable, quoi. Pratiques sportives, conférences, débats, sorties culturelles, le mois de l'accessibilité propose un large éventail d'activités jusqu'au 3 décembre à Grenoble et dans 8 villes de l'agglomération. Et toujours en Isère, à Voiron, élus et anciens combattants avaient rendez-vous aujourd'hui dans la cour du lycée Ferdinand Buisson. 2 jours avant le 11 novembre, l'établissement organisait une cérémonie du souvenir. Les élèves du lycée ont rendu hommage à leurs prédécesseurs morts pour la France pendant la Première Guerre mondiale. Christian Deville et Nathalie Rapuc. Cher papa, chère maman, avant de quitter Saint-Denis pour les lignes de feu, je tiens à vous dire mes dernières volontés. C'est avec conscience et en toute connaissance de cause que j'ai demandé à partir. J'ai voulu rester digne du nom de Christol. C'est le seul et le plus bel héritage que vous puissiez nous transmettre. Le testament du poilu Julien Christol, lu avec émotion par Organe, élève de terminale. D'un seul coup, les victimes de cette guerre meurtrière sortent de l'anonymat et ces atrocités ne sont plus virtuelles. Julien Christol. Quand on lit ça, on se dit que ça a été vécu, c'est un peu comme dans les films, mais en soi, ça a été vraiment, ça s'est vraiment passé et c'est quelque chose d'effroyable, quoi. Des élèves orateurs, d'autres porteurs de drapeaux, de gerbes, des élèves pompiers, la commémoration du centenaire de la Première Guerre mondiale a mobilisé tout le lycée Frédéric Buisson. Cette cérémonie est l'aboutissement d'un vaste projet pédagogique qui a débuté il y a tout juste 1 an. Ce travail a commencé par le fait d'aller avec 325 élèves des différents lycées voironnais en Alsace à Cernay, commune où est mort le premier soldat voironnais en 1914. Et puis tout au long de l'année, on a travaillé sur le thème de la Première Guerre mondiale et on a fait restaurer au lycée notre monument aux morts. 240 noms d'anciens élèves morts au combat. Cette plaque est le témoin de l'engagement des jeunes issus de cet établissement historique créé en 1886 et qui forment aussi bien des maçons que des ingénieurs. Leurs successeurs ont tenu à leur rendre hommage en finançant avec les bénéfices de leur cafétéria la première gerbe. On trouvait ça important que ce soit des élèves qui déposent une gerbe
et qu'ils fassent ça en mémoire de ces élèves-là qui ont pu, à notre âge, faire une guerre, alors que nous, on est dans un lycée et qu'on étudie pendant qu'eux étaient sur les champs de bataille. L'année prochaine, le devoir de mémoire se poursuivra avec un travail sur la rafle de la Martelière, un hameau de Voiron qui, avec la Verdière près de Marseille et Isieux dans l'Ain, sont les 3 rafles de la Gestapo contre des maisons d'enfants en zone sud. Et toujours à propos de la Grande Guerre, en Isère, un jeune homme se mobilise pour la mémoire des anciens, à qui en Chartreuse, Aurélien, 18 ans, a recueilli des objets de la Première Guerre mondiale pour les présenter au public. L'exposition sera inaugurée ce soir. Daniel Despin et Didier Albron ont assisté aux derniers préparatifs. Regardez. Non, parce qu'il y aura le vidéoprojecteur qui projettera les photos. Pour Aurélien, c'est la course contre la montre. Il faut tout installer avant le vernissage. Des photos, des affiches, des documents, des objets qu'il a rassemblés méticuleusement. Comme le casque que portait son arrière-grand-père paternel, héros anonyme de la Grande Guerre. On voit du coup sur ce casque des tonches, une tonche ici, des petites tonches sur le côté. Donc quand je vois ça, je me dis c'est peut-être des éclats d'obus lors d'une charge qui serait tombée. Voilà, on peut s'imaginer un peu les histoires qu'a pu vivre ce casque dans les tranchées de Verdun. Cette exposition, c'est l'aboutissement d'une passion dévorante pour l'histoire, transmise par son arrière-grand-père et son grand-père aussi, résistant de la Seconde Guerre mondiale. Un virus familial attrapé dès le plus jeune âge. On a fait par exemple le musée de l'armée à Paris. On est rentré à l'ouverture, il devait avoir 6 ans. Il a préféré ne pas manger avec son frère et on a fait la clôture. Il m'a épuisé. Voilà. Donc en fait, il a toujours aimé l'histoire. Pour enrichir son exposition, Aurélien a fait appel à toutes les bonnes volontés. Michel, un retraité du Trièves, lui a confié quelques exemplaires d'illustrations, l'hebdomadaire Choc de l'époque. On y trouve des reportages et des choses, bien entendu, pas totalement neutres, si on peut dire, mais quand même, on voit des images qui sont frappantes. Voilà, cette image aux Éparges, pas très loin de Verdun, avec effectivement un cadavre allemand et un prisonnier allemand qu'on a retrouvé vivant près du cadavre de son collègue. Cette exposition, Aurélien la veut pédagogique et pour ça, il a fabriqué de ses mains quelques objets. Ici, une mitrailleuse de l'époque, là, une maquette des tranchées. Les Allemands, quand ils installaient leurs tranchées, ils les bétonnaient, ils les boisaient, ils rajoutaient des fois des bunkers en dur. Alors que les Français, eux, c'était on met rapidement des sacs de sable, on creuse des trous et puis c'est tout. Du coup, les conditions de vie étaient beaucoup plus agréables du côté allemand. Les affres de la Grande Guerre se racontent à Quai en Chartreuse jusqu'au 25 novembre. Une exposition participative et pédagogique pour ne pas oublier. Et ce centenaire de l'armistice, c'est aussi le thème de notre rendez-vous culturel. Notre page sortir nous emmène cette semaine au Théâtre de Vienne, en Isère. La salle accueille en ce moment un spectacle dédié à l'atmosphère musicale de l'époque, que ce soit dans les tranchées ou loin du front. Damien Borelli, Cédric Le Poitvin et José Manzanares. Salut à tous. Novembre 2016, Vienne rend hommage à ses 763 poilus tombés au champ d'honneur en dévoilant cette fresque géante de soldats partant sur le front, la fleur au fusil, en 1914. Certains chantaient sans doute. La Grande Guerre a donné naissance à des centaines de chansons. Une profusion artistique, témoignage sociologique et politique de l'époque qui a inspiré Floriane Bonanni. Cette metteur en scène violoniste a imaginé un spectacle qui met en parallèle le rôle de la musique et des chansons. Éphémère réconfort pour les soldats dans les tranchées, mais aussi distraction légère dans l'atmosphère feutrée des salons parisiens. Je vous écris, ma chère maman, durant que pour un long moment, notre section est bien cachée dans la tranchée. Parmi les milliers de lettres écrites par les poilus entre 1914 et 1918, certaines étaient signées de musiciens. Dans l'horreur des tranchées, ces artistes jouaient parfois avec des instruments de fortune. C'est vraiment le petit trou pas cher, y a pas à dire, c'est le grand air. Avant l'heure où l'été dansant finissait a été conçu autour de ces témoignages et souligne aussi un constat incongru. Parmi ces soldats mélomanes, certains vénéraient les compositeurs allemands. Ces poilus jouaient déjà du Beethoven, du Bach, avant de se retrouver en guerre, se jouaient de grandes œuvres allemandes. Donc on a du Wagner dans le spectacle aussi, et c'est ça que j'avais envie de montrer, cette espèce de décalage entre ces amoureux de l'art qui se retrouvent propulsés au front
et qui continuent à tenir grâce à la musique. Entre les mots et les notes, le dialogue est dosé. Le trio Georges Sand et l'accordéoniste Benoît Urbain accompagnent le comédien Loïc Corbery, porte-parole de 2 poilus musiciens, mais aussi de Marcel Proust ou du poète Maurice Grand. Pour un acteur, il y a quelque chose de très particulier dans un spectacle comme celui-là, c'est que le partenaire principal, c'est les musiciennes, c'est la musique. On se porte mutuellement, je crois. Cette musique vient relayer ses lettres et la parole, j'allais dire, mais l'énergie, l'émotion se transmet comme ça de l'une à l'autre, en passant par la salle, évidemment. En fait, femme, je m'y connais pas des torts, mais je me dis, en voyant ces apports, sur mon côté beauté pareil, je préviens qu'il n'y en a pas. Léger lorsqu'il convoque les chansons des comiques troupiers censés remonter le moral des soldats qu'interprète Edwige Bourdi, le spectacle met aussi en lumière le décalage entre la vie insouciante à Paris et la boucherie au front. On le sait, la tragédie de la guerre était mise sous silence par des journaux à la solde de la propagande patriotique. Les statistiques des dernières guerres démontrent que plus les armes se perfectionnent, plus le nombre de pertes diminue. Le temps, 4 août 1914. On a à la fois cette vision du front avec ces hommes qui luttent, qui sont en proie à la mort en permanence et qui luttent en s'accrochant au sublime. Et puis on arrive à Paris et là, c'est évidemment, dans le spectacle, on a évidemment ce choc de ce poilu qui revient et qui entend tous ces gens chanter, ces théâtres qui sont remplis, la vie continue. Voir l'oubli de tous ces gens. Penser à mes camarades restés là-bas, dans le ravin de la mort. Joué un peu partout en France depuis 2014, ce théâtre musical résonne comme un cri en écho à 4 années de commémoration. Il nous rappelle aussi que le spectre de la guerre n'est jamais loin. Et on a bien raison là-bas, de se sentir oublié. On essaie de se souvenir ensemble. C'est pour ça que la mémoire doit circuler. Elle circule à travers soit des cérémonies très officielles, parfois un peu rébarbatives, parfois un peu incompréhensibles pour les jeunes générations. Et puis la mémoire circule aussi à travers les textes et le spectacle vivant. Debout les gars, debout les gars. Émouvant et vivant, le spectacle à l'heure où l'été d'après-midi finissait est joué jusqu'à ce soir sur les planches du Théâtre de Vienne. Et toujours à propos de la Première Guerre mondiale, notez bien ce rendez-vous. Ce week-end, notre émission Dimanche en politique reviendra sur l'histoire des Alpes dans la Grande Guerre, avec notamment une plongée dans les secrets des archives départementales de Haute-Savoie. Je vous propose de regarder un extrait. 100 ans après la fin des combats, le rôle des Alpins est remis en avant. Leurs sacrifices, leur bravoure sont honorés. Une preuve que le devoir de mémoire demeure nécessaire, tout comme les travaux des historiens. Des recherches menées notamment depuis Annecy et les archives départementales de Haute-Savoie. Julien Copier, bonjour. Bonjour. Merci de nous recevoir ici. Vous êtes le directeur adjoint des archives départementales de Haute-Savoie. Expliquez-nous un peu où on se trouve. On est vraiment dans un lieu stratégique ici. Effectivement, on est dans un des magasins de conservation des archives départementales. La conservation est une des missions des archives départementales au même titre que celle liée à la collecte, au classement, à la communication ou encore à la valorisation. Et donc c'est dans un lieu comme celui-ci qu'on conserve le patrimoine écrit du département. C'est ici que se cachent tous les petits trésors des archives comme celui que vous nous avez préparé, je crois. Effectivement, vous pouvez nous montrer ? Je vais vous le montrer. Alors, qu'est-ce que c'est que ce document, Monsieur Copier ? Donc là, on a un livre qui est lié au recensement des hommes âgés de 20 ans. C'est quelque chose qui est complètement contemporain du contexte de la Première Guerre. Quand les jeunes hommes ont 20 ans, ils vont se faire recenser. Et donc, on a comme ça des ouvrages, des registres matricules qui nous apprennent un grand nombre d'informations sur les hommes, sur leur origine, leur commune d'origine.
Dimanche en politique, les Alpes dans la Grande Guerre, ce sera donc dimanche à partir de 11h30 sur France 3 Alpes. Voilà pour l'actualité en région. L'info dans les Alpes revient dès demain midi. Dans le journal des sports, Frédéric Lefrançois recevra Philippe Inchberger, l'entraîneur du GF38. Son équipe rencontre ce soir l'AC Ajaccio pour la 14e journée de Ligue 2. Tout de suite, la météo et l'édition nationale. À la une ce soir, Paris sous haute surveillance pour le 11 novembre. 72 chefs d'État seront présents dans la capitale pour les 100 ans de l'armistice. 10 000 personnes seront mobilisées pour sécuriser cet événement. Voilà pour le Journal des Alpes. Très bonne soirée à tous sur France 3 et à demain.